Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Le syndrome du tir au but de Guer Jordet, lu par Christophe Quézac. Préface. S'il y a un moment dans la vie du footballeur où la pression est à son comble, c'est celui du tir au but. Ce n'est pas un test technique, c'est une épreuve mentale. Les tirs au but révèlent à quel point le mental peut interférer dans la technique. Quand j'ai vu Harry Kane rater son tir lors du match Angleterre-France en quart de finale de la Coupe du Monde 2022, j'aurais compris si ça avait été suite à un arrêt du gardien. Mais Kane a complètement manqué la cage. Cela montre la pression qui pesait sur lui. Au moment du tir au but, le joueur doit s'efforcer de s'immuniser contre le monde extérieur. Le cirque qui l'entoure ne doit pas influer sur ce qu'il a décidé de faire. Les facteurs extérieurs contribuent à la pression intérieure. Les bloquer, c'est la clé pour réduire cette pression. Il faut se contrôler pour se concentrer sur ce qu'on veut faire. Enfin, ce n'est jamais garanti. Le tir au but est un jeu de poker. Je n'aime pas quand le gardien avance et vient se poster devant le ballon. Il existe maintenant une nouvelle règle qui interdit au goal de faire le clown. Cela dit, il est libre d'agir comme bon lui semble depuis sa ligne de but. J'aime bien qu'il essaie d'influencer le joueur. Cela participe de l'intensité émotionnelle que le public veut voir aussi. Mes équipes s'exerçaient au tir au but. C'était au programme des entraînements. Pas systématiquement, mais un peu quand même. J'essayais de faire en sorte que le niveau de concentration lors de l'entraînement corresponde autant que possible à celui des matchs. Les récompenses y contribuaient. La récompense augmente la concentration de l'individu. Durant la pause qui précède les tirs au but, la clarté de l'organisation est importante. J'essayais d'avoir assez tôt les noms des tireurs et ensuite de convenir avec les joueurs de l'ordre de passage. Car certains étaient plutôt du genre « Je prends le dernier tir ». Alors je disais « Non, tu prendras le deuxième ». La décision revient à l'entraîneur. À ce moment-là, j'essayais aussi de renforcer la détermination des joueurs et leurs convictions. Je leur disais « C'est le moment de leur montrer que nous sommes mentalement plus forts qu'eux. On se concentre sur ce qui nous attend. On oublie le passé et on se concentre sur le présent. » À Arsenal, j'ai vécu 15 séances de tir au but. J'ai gagné les 2 premières, j'en ai perdu 4 d'affilée, mais sur les 9 dernières, j'en ai gagné 8. Je n'y avais plus pensé. C'est Guer Jordet qui me l'a rappelé. Aujourd'hui, l'utilisation des statistiques et leur analyse ont tout changé. Quand j'étais joueur, on ne voyait jamais les adversaires tirer. On connaissait peut-être le nom du principal tireur de l'équipe adverse, mais on ignorait tout des autres. Il n'y avait pas d'entraîneur spécifique pour les gardiens. On dispose aujourd'hui de bien plus d'informations. Parfois, on ne voit pas ce qu'on a sous le nez. Il est facile de tomber dans un mode de pensée routinier dans lequel le tir au but est jugé secondaire. On est tenté de se concentrer bien plus sur les autres aspects du jeu. Pourtant, les joueurs doivent réaliser que les tirs au but décident des grandes réussites comme des grands échecs. Bien plus que l'on ne pourrait le penser. Les tirs au but sont importants aujourd'hui et le seront encore plus à l'avenir. À la FIFA, nous avons fait passer le nombre d'équipes de la Coupe du Monde de 32 à 48. Cela veut dire un échelon supplémentaire d'éliminatoires et davantage d'occasions pour les équipes de se trouver confrontées au tir au but. À partir de 2025, il y aura également une Coupe du Monde des clubs avec 32 équipes et là aussi, il y aura des tirs au but. Il convient de réfléchir sérieusement à cette phase de jeu, ainsi que le fait Guer Jordet dans ce livre. Roberto Baggio dit qu'il pense toujours au tir au but qu'il a raté pendant la Coupe du Monde 1994. Cela dit bien une chose, ça vaut la peine de s'y préparer. Arsène Wenger, ancien entraîneur d'Arsenal FC 1996-2018, directeur du développement du football mondial à la FIFA. Mars 2024. Introduction. Il n'y a que les grands joueurs qui peuvent manquer des tirs au but parce que les joueurs médiocres n'en tirent pas. Ante Milicic, entraîneur de l'équipe féminine d'Australie 2019. Imaginez que vous avez 23 ans
et que vous êtes en position de faire la différence. Un tir sous les yeux du monde entier. Si vous réussissez, ce sera considéré comme normal. Vous aurez peut-être droit à un hochement de tête respectueux, mais c'est tout. Au contraire, si vous échouez, cela brisera le rêve de millions de personnes, parmi lesquelles vos coéquipiers, votre famille et vos amis. La dernière fois que vous vous êtes retrouvé dans cette situation, vous avez échoué. Les retombées ont été dévastatrices. Le public a fini par vous pardonner. Mais cette fois, si vous ratez, personne n'oubliera. Cela vous définira pour toujours. Votre nom sera à jamais associé à ce désastre. À cela s'ajoute l'épuisement. Vous venez d'accomplir 2 heures d'un travail difficile et physiquement éprouvant à l'issue d'un mois complet durant lequel vous avez été constamment engagé avec votre équipe. Quand vous êtes sur le point de tirer, il y a face à vous un adversaire qui sourit. Ensuite, viennent les invectives et les gestes perturbants qui n'ont qu'un objectif: entrer dans votre tête, déclencher vos pires craintes et vous déstabiliser. Une dernière chose, c'est une situation à laquelle votre équipe et vous n'avez pas été formés. Vous avez été projeté dans cette situation sans répétition générale. Pourquoi? Parce que votre boss ne croit pas que l'on puisse préparer ce genre d'instant. L'appréhension, l'anxiété, la peur. Bienvenue dans l'univers du tir au but. C'est dans cette situation que Kylian Mbappé se trouvait quand il a marché du rond central au point de pénalty le 18 décembre 2022 lors de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Dire que tous ceux qu'il connaissait avaient les yeux braqués sur lui à cette minute serait un euphémisme. Il y avait 1,5 milliard de téléspectateurs devant leur poste. À elle seule, la France en comptabilisait 29 millions, un record national. Mbappé avait affaire au gardien argentin Emiliano Martinez, l'un des stoppeurs de pénalty les plus célèbres du circuit, grande gueule et déstabilisateur patenté. Or, l'équipe de France était terriblement mal préparée, le sélectionneur ayant déclaré à maintes reprises qu'il était impossible de s'entraîner au tir au but. La dernière fois que Mbappé avait participé à des tirs au but pour la France, c'était en 8e de finale lors de la Coupe d'Europe 2020, jouée en 2021. Tous les joueurs suisses avaient marqué, tous ses coéquipiers avaient marqué, mais lui avait raté. La suite avait été moche. On lui avait fait porter la responsabilité de la défaite. Les fans avaient remis en question son caractère. C'était un égocentrique qui jouait perso et pas pour l'équipe. On disait qu'il n'était pas assez investi, qu'il était victime de discrimination raciale. C'était allé jusqu'à une rencontre avec le président de la Fédération française de football pour discuter de son éventuel retrait de l'équipe de France. Il avait finalement continué à jouer, mais les conséquences de sa participation à un tir au but étaient douloureusement claires. Et voilà qu'1 an plus tard, il se retrouvait à nouveau au point de pénalty, avec cette fois un enjeu encore plus important, le trophée de la Coupe du Monde. Mbappé était la plus grande star du foot français, celui dont on attendait qu'il fasse le job. Il avait tout à perdre. J'ai toujours été fasciné par les tirs au but et les pénaltys, plus précisément par les tirs manqués. Vous devez faire quelque chose que tout le monde s'attend raisonnablement à vous voir réussir, puis vous le ratez, et cet échec affecte tout le monde autour de vous. Ce scénario m'a toujours paru particulièrement terrifiant. Mon obsession date de l'époque où je jouais moi-même au football. J'étais un jeune joueur honorable, j'avais marqué des buts et j'étais souvent le capitaine des différentes équipes avec lesquelles je jouais. Mais je redoutais les tirs au but ou les pénaltys. Je ne me portais jamais volontaire pour les tirer. En 2 occasions cependant, je n'ai pas pu faire autrement. La première fois, j'avais 15 ans. C'était lors de sélections pour l'équipe régionale d'Oslo. Je rêvais depuis des années d'intégrer cette formation. Une fois déjà, j'avais échoué au stage de sélection et en route pour ce match décisif, j'étais plus nerveux que jamais.
Apparemment, cela ne s'était pas vu, du moins pas au début. Je jouais le match de ma vie. Dribble, passe, tout s'enchaînait. J'ai même marqué un joli but. Puis, un penalty a été accordé à mon équipe. Je me suis écarté comme à mon habitude. D'autres s'en chargeraient. Sauf que l'entraîneur en a jugé autrement. C'est Jordet qui va le tirer. D'un côté, je ne savais même pas que le coach connaissait mon nom. Alors, ce n'était pas rien. D'un autre côté, tirer un penalty durant ce match-là, l'appréhension m'a submergé. Mais je n'avais pas le choix. Alors, j'ai pris le ballon. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine le tenir pour le placer sur le point de penalty. J'ai reculé sans avoir la moindre idée de ce que j'allais faire. Mais j'étais capable de viser. Ce souvenir est clair et vivace. J'allais viser la cage au niveau du poteau droit. J'ai couru aussi vite que possible vers le ballon et j'ai tiré. Le ballon a lentement roulé dans les filets. Soulagement, j'avais marqué. Mes coéquipiers étaient heureux. Le coach semblait impressionné. Mais il y avait dans ce penalty quelque chose que j'étais le seul à savoir. Le ballon était entré dans la cage vers le poteau gauche, à l'opposé du côté que je visais. J'avais manqué ma cible d'environ 7 mètres. Un coup de chance total. Je n'en ai rien dit à l'époque. J'avais rendu l'équipe heureuse. C'est la première fois que j'en parle en fait. La deuxième occasion, j'avais 17 ans et je jouais dans ce qui était alors la plus grande compétition internationale de jeunes au monde, la Norway Cup. J'étais dans une bonne équipe, U19, c'est-à-dire des moins de 19 ans avec plusieurs jeunes espoirs internationaux norvégiens. Nous sentions que nous avions une chance de remporter la coupe. Nous avions survolé les huitièmes de finale et débordions de confiance. Mais ce match-là s'est joué aux prolongations, puis au tir au but. J'ai raté mon tir et nous avons été sortis. Petite consolation, un autre joueur de l'équipe a aussi raté le sien. Qui plus est, un joueur plus expérimenté, si bien qu'il a dû se sentir un peu plus responsable de son échec. Pourtant, pour moi, cela reste l'été où j'ai brisé le rêve de mes coéquipiers et de mes amis. Car c'est ce qu'on ressent quand on rate un tir au but. Je n'en ai plus jamais tiré. Toutefois, ma curiosité pour les tirs au but ne m'a jamais quitté. Au contraire, cette phase de jeu et la nature unique du drame qui l'imprègne m'ont de plus en plus fasciné. L'été 2004, mon doctorat en psychologie et football en poche, tandis que j'attendais de faire mes débuts dans mon premier poste universitaire, l'Euro se jouait au Portugal. La plupart des gens se souviennent de ce championnat-là car c'est l'outsider, à savoir la Grèce, qui a gagné 1-0 contre le pays hôte. Pour moi, c'est le championnat qui a marqué le début de ma quête professionnelle pour comprendre la psychologie du tir au but. En 2004, il y a eu 2 séances dramatiques de tir au but lors des quarts de finale. D'abord, Portugal-Angleterre, remporté 6-5 par le premier. Puis, 2 jours plus tard, Pays-Bas-Suède, remporté 5-4 par les Néerlandais. Tout le monde parlait de David Beckham, qui était probablement à l'époque le joueur le plus en vue du match. Il avait été choisi pour effectuer le premier tir au but contre le Portugal. Le gardien portugais, Ricardo, est venu l'accueillir au point de pénalty en le narguant par des gestes et des insultes. Quelques secondes plus tard, Beckham envoyait une sphère qui est passée au moins 1 à 2 mètres au-dessus de la cage. Autant dire un sacré ratage. Je regardais en direct et je n'en croyais pas mes yeux. Pourtant, cela s'était déjà vu. Être une superstar est une responsabilité lors des tirs au but. La pression est plus forte qu'à tout autre moment. Tout à coup, des joueurs extraordinaires deviennent très ordinaires. La Norvège est un petit pays et il n'y avait pas beaucoup de spécialistes en psychologie du foot à l'époque. Alors, le lendemain du match, une radio nationale m'a appelé pour me demander si je voulais parler du tir au but auquel on avait assisté. Juste avant que nous passions à l'antenne, l'animateur m'a signalé qu'un autre invité se joindrait à nous depuis un studio éloigné. Il s'agissait de Henningberg. Ah bon, très bien.
Berg était vraiment une personnalité en Norvège. Il venait de prendre sa retraite de joueur après une carrière éminente, 100 sélections en équipe nationale, dont 2 Coupes du Monde. Il avait aussi joué 66 matchs avec Manchester United en Premier League. J'ai été le premier à intervenir durant l'émission. La question était: comment quelqu'un comme Beckham a-t-il pu rater? J'ai livré quelques observations et spéculations psychologiques que j'avais préalablement répétées. La pression sur Beckham est énorme. C'est la plus grande superstar du match. Tout le monde attend de lui qu'il marque et il a probablement commencé à trop réfléchir à son tir et... Une voix tonitruante et cinglante m'a interrompu. « C'est ridicule et complètement faux !» Henninberg. « J'ai joué 3 ans avec David Beckham, a-t-il enchaîné, et je le connais très bien. Il est extrêmement fort mentalement. Son tir raté n'a rien à voir avec la pression. » Son intervention m'a tellement ébahi que je n'ai même pas entendu la suite. Je ne pouvais en aucune façon remettre en cause son autorité, pas plus que son assurance. Je n'avais rien pour le contrer, et c'est à peine si j'ai pu placer un mot après cela. J'ai quitté la radio, passablement anéanti. Mais je me sentais aussi déterminé. En dépit du tacle appuyé de Berg, j'étais bien persuadé que tirer un penalty était, dans une large mesure, une question de pression et de gestion de la pression, et que les tirs au but avaient une dimension psychologique qui méritait qu'on s'y intéresse. Je savais avec certitude que je voulais creuser plus avant ce sujet. C'est ainsi qu'a commencé une période d'intense exploration. J'ai recherché les études existantes et trouvé que celles-ci s'appuyaient sur des simulations en laboratoire avec des étudiants footballeurs recrutés pour l'occasion. Cela me dépassait. Comment pouvait-il, dans ces simulations, s'approcher ne fût-ce qu'un tant soit peu de la pression réelle d'un tir au but capital? Je savais que je devais me focaliser davantage sur ce qui arrivait vraiment dans le monde réel. Mon intérêt s'est rapidement transformé en mission. Je regardais des vidéos, je lisais des autobiographies, des interviews, j'explorais le drame et les émotions impliquées dans les expériences de penalty et tentais d'identifier les comportements qui pouvaient signifier quelque chose. Je me demandais, qu'ont fait de différent les joueurs qui ont marqué par rapport à ceux qui ont raté? Voici une information certainement utile à connaître. La Coupe du monde masculine compte 35 séances de tir au but depuis que cette méthode a été introduite en 1974 pour départager 2 équipes qui font match nul. Ce qui veut dire qu'un match sur 5, soit 20% des rencontres à élimination directe, s'est terminé sur des tirs au but lors des mondiaux de foot. Le nombre de tirs au but est plus élevé à l'Euro, 26%, et encore davantage dans la Copa América, 30%. Pour les femmes, les pourcentages s'élèvent respectivement à 11%, 15% et 30%. Autant dire que n'importe quelle équipe s'engageant dans ces compétitions avec l'ambition de gravir tous les échelons ferait preuve d'une belle naïveté si elle n'anticipait pas et ne se préparait pas à rencontrer au moins une fois des tirs au but. Par ailleurs, en ce qui concerne les pénaltys accordés pendant le temps réglementaire, au moins un pénalty a lieu dans 27% des matchs de Ligue 1 masculine à travers l'Europe. Étant donné que plus de la moitié de tous les matchs se terminent soit à égalité, soit par seulement un but d'écart, on peut raisonnablement penser que tout pénalty accordé est susceptible de jouer un rôle majeur dans l'issue de la plupart des matchs. Une fois encore, comprendre le tir d'un pénalty dans toutes ses dimensions semblait être une bonne idée. J'ai fait une première avancée à l'automne 2004 après ma prise de poste à l'université de Groningen, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas et l'Angleterre ont des histoires de tirs au but très semblables, traumatisantes et douloureuses. Avant l'Euro 2004, les Pays-Bas avaient participé à 4 séances de tirs au but importantes. Lors des Euros 1992, 1996 et 2000, et pendant la Coupe du monde 1998. Toutes perdues. La plus atroce avait sans doute été celle de l'Euro 2000 jouée à domicile. Elle avait eu lieu en demi-finale face à l'Italie, à l'Arena d'Amsterdam. Durant le temps réglementaire,
les Oranges avaient manqué 2 pénaltys. Le score restait à 0-0 et cela s'était terminé au tir au but. 3 des 4 joueurs néerlandais avaient manqué leur tir. L'Italie avait donc gagné avec une confortable avance. Ainsi, lorsque les Pays-Bas ont remporté les tirs au but contre la Suède en quart de finale de l'Euro 2004, ça a été un moment de catharsis pour un pays obsédé par le football. Avant même de commencer mon travail à l'université, j'avais songé à mener une sorte d'étude des pénaltys avec mes collègues néerlandais. Mais quand je suis arrivé, j'ai découvert que l'un d'eux, Chris Vischer, avait des contacts qui pouvaient nous ouvrir des portes auprès de l'équipe nationale. Par hasard, je connaissais moi-même certains des joueurs suédois qui avaient participé à ces tirs au but lors de l'Euro. Peut-être pourrais-je les amener à me parler de ce qu'ils avaient traversé. Cela a pris du temps et mobilisé tout notre pouvoir de persuasion. Mais pour finir, nous avons réussi à obtenir des entretiens avec des joueurs des 2 équipes, ce qui m'a permis de réunir le matériel nécessaire pour une étude unique, explorant en profondeur l'expérience des joueurs de 2 équipes de haut niveau qui s'étaient affrontés dans la même séance de tir au but. Ce qui était clair et excitant à mes yeux, c'était que le tir au but dans le foot est un laboratoire naturel d'étude de la pression et de la performance humaine, et un laboratoire qui présente d'énormes avantages. Tout d'abord, il apporte ce que les laboratoires ordinaires ne peuvent pas procurer: la production à des niveaux élevés d'une pression réelle, brute de décoffrage, qu'il serait impossible, et bien sûr immoral, de provoquer chez les participants à des études classiques. En d'autres termes, on y trouve une pression à l'état brut, naturellement générée et disponible à l'examen. Deuxième avantage, on peut utiliser le tir au but pour étudier les effets de la pression sur des individus d'élite, hautement performants. Un échantillon trié sur le volet qui serait difficile à constituer pour des études universitaires en laboratoire. Enfin, même si l'issue binaire d'un pénalty ou d'un tir au but est simple, on marque ou on rate, on gagne ou on perd, les variables cognitives, émotionnelles, sociales, techniques et tactiques qui entourent cet exercice sont incroyablement riches, offrant un panorama unique et éclairant sur l'expérience de la pression. Ces années aux Pays-Bas ont marqué le début d'une passion durable qui m'a amené à publier de nombreuses recherches académiques sur les séances de tir au but. Durant ce cheminement, j'ai interviewé à fond plus de 30 joueurs de haut niveau sur leurs pensées, leurs émotions, leur expérience durant les tirs au but. J'ai visionné en détail plus de 2000 tirs. Et j'ai été amené à mettre mes prédictions en pratique en tant que consultant pour plus de 20 équipes de très haut niveau, dont la Mannschaft pour le Mondial 2022, l'équipe féminine de Grande-Bretagne, Angleterre pour les Jeux Olympiques de 2020, l'équipe nationale néerlandaise pour le Mondial 2006, les équipes nationales féminines et masculines norvégiennes à intervalles réguliers pendant une décennie, ainsi que plusieurs clubs de pointe européens de Première Ligue et d'autres ligues majeures. Dans ce livre, je présente les moments forts de ma recherche. Mon projet est d'approfondir les composantes de la pression, la manière dont elle se manifeste dans les séances de tir au but, de décrire et d'expliquer comment des tireurs parmi les meilleurs, et certains des pires, font face et maintiennent leur performance dans des conditions de pression qui comptent parmi les plus extrêmes dans le domaine sportif. Mon étude porte principalement sur les hommes, ce qui tient au manque historique de vidéos et de données disponibles sur le foot féminin. Avec un peu de chance, il y aura davantage de recherches sur les femmes et les tirs au but dans un avenir proche. Cela dit, je ne m'intéresse pas seulement aux footballeurs et à leurs tirs, mais aussi à l'expérience et à la gestion du stress proprement dit. Comme on va le voir, la façon dont les tireurs qui réussissent se comportent sous la pression ne se résume pas seulement à un acte physique tapé dans un ballon. En toute franchise, ce n'est pas le tir en lui-même qui m'intéresse, ce qui arrive au ballon une fois que le pied l'a touché, mais plutôt la pression qui précède le tir, ce que les joueurs pensent et ressentent, ce qu'ils font, comment ils entrent en relation et communiquent les uns avec les autres. C'est là que la magie opère. Et c'est de là qu'on peut tirer les leçons les plus générales. Rares sont ceux d'entre nous qui se verront demander d'assumer un tir au but pour leur pays lors d'une Coupe du Monde. Mais nous serons tous confrontés à la pression sous une forme ou une autre durant notre existence. Et il pourrait être utile de savoir ce qu'on peut faire pour s'y préparer,
surmonter la peur de l'échec et survivre, voire même s'épanouir dans ces moments de pression intense. C'est devenu pour moi le travail d'une vie qui aurait pu ne jamais exister sans ce tacle appuyé de Henninberg. Et pour boucler la boucle, 10 ans exactement après cette éprouvante expérience radiophonique, le 1er juin 2014, le Legia Varsovie battait le Lech Poznan 2-0. C'était le dernier match de la saison, et on venait de leur remettre le trophée de l'Ekstraklasa, la Ligue 1 polonaise. J'étais au stade et me trouvais dans les vestiaires pour fêter cette victoire avec les joueurs et mes amis, les entraîneurs du Legia Varsovie, Pal Arne Johansen, Kas Sokołowski et leur boss, l'entraîneur principal, Henninberg. En 2016, le Legia Varsovie remportait le championnat de Pologne. Le match le plus intense avait été le quart de finale que les hommes de Henninberg avaient gagné après une séance de tir au but très bien exécutée. Lors de la finale du Mondial 2022, Kylian Mbappé n'a pas seulement marqué le premier tir au but de la séance, il avait aussi réussi 2 pénaltys durant le match. L'un, 10 minutes avant la fin du temps réglementaire, et l'autre, 2 minutes avant la fin des prolongations. Chaque frappe était du genre « ça passe ou ça casse », à savoir qu'un ratage aurait presque certainement signifié l'élimination. Le coup de pied de réparation mérite bien son nom. Un simple coup de pied, des conséquences prodigieuses. Et de fait, la pression était proportionnelle à l'enjeu, immense. La France a finalement perdu. Mais Mbappé a marqué à chacune de ces 3 occasions, réalisant l'une des plus extraordinaires performances sous pression jamais vues au football. Qu'avait-il fait de différent par rapport à l'année précédente? Tel est, en définitive, le sujet de ce livre. Chapitre 1. Sentir la pression. Les pénaltys ont l'air si simples. C'est pourquoi ils sont difficiles. Johan Cruyff. Le tir au but a été adopté par la FIFA en 1970 en tant que moyen officiel de déterminer l'issue d'un match quand les 2 équipes sont à égalité dans les compétitions à élimination directe. Les premières séances ont été, mais c'était peut-être inévitable, des événements bruts, mal dégrossis, perfectibles. Les tireurs n'avaient pas appris comment se comporter dans ce nouveau scénario extraordinaire. Les arbitres étaient inexpérimentés et très relâchés dans leur contrôle de la situation et des acteurs impliqués. Quand on regarde ces séances-là aujourd'hui, elles apparaissent sans phare, sans filtre, à vrai dire plutôt magiques, surtout quand on est un chercheur qui s'intéresse à la pression et à ses effets. On y voit la performance sous pression dans une forme très pure. Prenez par exemple les tirs au but de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe 1980 entre Arsenal et Valencia. Les prolongations s'étaient terminées sur un 0-0. Donc, pour la première fois, une importante finale de club en Europe allait se jouer au tir au but. Valencia a naturellement envoyé en premier son tireur le plus sûr, l'une des superstars les plus brillantes du football, Mario Kempes, vainqueur de la Coupe du Monde 1978 avec l'Argentine, avec 6 buts en tout, dont 2 marqués lors de la finale contre les Pays-Bas, et désigné meilleur footballeur sud-américain de l'année. Il rate sa frappe. C'est la première fois que le monde voit l'une des légendes vivantes du ballon rond déshonorée par le spectacle impitoyable des tirs au but. Ce ne sera pas la dernière. Peu après, le score restant toujours à égalité après les 5 tirs réalisés par chacune des équipes, il règne un certain flottement quant à la suite à donner. Les 5 mêmes tireurs doivent-ils recommencer dans le même ordre? Les autres joueurs doivent-ils prendre le relais? Tandis que les gardiens discutent de ce point entre eux, l'encadrement des 2 bords se précipite vers l'arbitre pour avoir des éclaircissements. Piocher dans les équipes, tel est le mot d'ordre. Valencia remporte son 6e tir au but. C'est au tour de Graham Rix, 22 ans, de frapper pour Arsenal. Il a fait un bon match et doit absolument marquer pour que son club reste dans la course. S'il rate, Valencia remporte la coupe. Rix
approche de la surface de réparation avec la tête d'un gars qui n'a qu'une envie, en finir au plus vite. Alors qu'il s'avance vers le point de pénalty, il regarde Carlos Pereira, le goal de Valencia, et tente une sorte de pied de nez en mimant une frappe du plat du pied avant que le ballon ne soit posé. Quand on revoit la scène aujourd'hui, le geste est amusant, et en même temps, pas tout à fait. Elle crépite surtout d'énergie nerveuse. Évidemment, ils étaient tous nerveux et le montraient de manière différente. Rix ne recule que de quelques pas, et au coup de sifflet de l'arbitre, se précipite aussitôt. La frappe n'est pas mauvaise, mais le gardien part du bon côté et fait un arrêt relativement simple. Arsenal a perdu. La première équipe à connaître la douleur à nul autre pareil de baisser pavillon sur tir au but lors d'une finale européenne. Tandis que les joueurs de Valencia en liesse se ruent vers leur gardien pour lui sauter dessus, Rix se tient immobile, les chaussettes aux chevilles, penché sur une toute nouvelle forme de mortification. Avançons un peu en accéléré jusqu'en 1984 et regardons les tirs au but de la finale de la Coupe de l'UEFA, la Ligue Europa aujourd'hui, entre Tottenham et Anderlecht. Selon les standards actuels, les joueurs semblent incroyablement impatients et précipités dans leurs mouvements. 9 sur 10 réagissent au coup de sifflet de l'arbitre comme s'il s'agissait de courir un 100 mètres. Comme l'arbitre de ce match siffle pendant qu'ils sont en train de reculer pour prendre de l'élan, ils ne marquent aucun arrêt et ne prennent aucune pause pour se concentrer, même pas une seconde. Ils s'élancent aussitôt. De plus, 4 joueurs de Tottenham sur 5 s'éloignent du ballon en tournant le dos au gardien. Le coup de sifflet les oblige donc à un mouvement de coordination certainement difficile à réaliser avec rapidité et fluidité, marcher, se retourner, courir et frapper. Gary Stevens, le seul spur à ne pas tourner le dos au but, commence sa course d'élan avant le coup de sifflet, si bien que l'arbitre donne l'impression de réagir à son action plutôt que l'inverse. Stevens devient ainsi le seul joueur dans l'histoire des tirs au but majeurs à frapper le ballon au coup de sifflet. Il marque, et le gardien belge, Jacques Munaron, proteste amèrement, ce qui se comprend, mais en vain. Les joueurs belges sont également rapides, quoique pas tout à fait autant que les Anglais. Le seul joueur qui ait pris un peu plus de temps pour tirer est Enzo Scifo. 18 ans seulement, et pourtant incroyablement posé avant sa course d'élan. Par comparaison, sa pause d'une seconde après le coup de sifflet semble durer une éternité. Scifo continuera avec une carrière impressionnante, gagnant 84 rencontres internationales pour la Belgique. Néanmoins, Tottenham a gagné les tirs au but 4-3 et la coupe. Rembobinons à nouveau et observons ce qui se passe lorsque Uli Stielike tire pour l'Allemagne de l'Ouest, République fédérale d'Allemagne, RFA, lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 1982 contre la France, à Séville, en Espagne. C'est la première fois que les tirs au but sont employés dans un match de Coupe du Monde et donc la première fois que ce drame suprêmement anxiogène se joue sur la scène mondiale. Les joueurs sont épuisés après 120 minutes d'un jeu intense pour une place en finale. À un moment donné, la France menait 3-1 en prolongation jusqu'à ce que la RFA remonte à 3-3. Dans le rond central, au lieu de la formation en ligne épaule contre épaule que nous sommes habitués à voir aujourd'hui lors des tirs au but, les joueurs sont éparpillés et étalés sur la pelouse. Aucun geste pour maintenir leur tonus musculaire, aucun geste pour paraître prêt ou dans la compétition. Ils s'abandonnent tout simplement à leur fatigue et ils sont assis. Uli Stielike est le 3e tireur ouest-allemand, le 6e en tout à passer. Personne n'a encore raté. Lorsqu'il marche vers le ballon, il n'a pas du tout l'air confiant. Lui aussi réagit très vite au sifflet de l'arbitre, mais il trottine plutôt qu'il ne court vers le ballon tout en regardant le gardien. Lors de ses derniers pas, il baisse le regard puis frappe à mi-hauteur, mais juste à 1 ou 2 mètres à gauche du goal, qui l'arrête. Oui, un Allemand a raté un tir au but. Savourez cet instant car cela ne se reproduira plus avant 34 ans dans une compétition majeure. Mais revenons à Stielike. Avant même que le gardien achève son plongeon, il tombe à genoux,
le visage caché dans ses mains. Puis, il cède à une combinaison de honte et de gravité et se recroqueville en une boule de douleur. Pendant bien 10 secondes, il reste ainsi à côté du point de pénalty jusqu'à ce que son goal, Harald Schumacher, vienne le soulever littéralement de terre pour l'éloigner, moitié le soutenant, moitié le poussant. Pierre Littbarski, le prochain à tirer pour la RFA, lui donne une accolade et le réconforte. Pendant ce temps, Didier Six s'avance pour la France. Il va manquer son tir lui aussi. Mais le public ne le verra pas, car les caméras sont toujours braquées sur Littbarski en train de consoler Stilicke. C'est l'euphorie soudaine de Littbarski qui indique ce qui vient d'arriver. Avant que le ralenti du tir de Didier Six passe à l'écran, les téléspectateurs aperçoivent la silhouette du Français qui termine sa course et s'effondre dans les 6 mètres, la tête dans les mains. Lui aussi restera prostré pendant 10 ou 15 secondes avant de se relever sur l'invitation pressante de son gardien. Il ne quitte pas pour autant la surface de réparation. En fait, il reste planté là, à regarder, voûté et défait, pendant que Littbarski frappe et met une mine dans la lucarne droite. Plus loin, sur le terrain, Stilicke demeure recroquevillé par terre toute la durée des tirs au but restant, relevant la tête de temps à autre pour voir ce qui se passe, mais se cachant le visage la plupart du temps. À la fin, la France rate à nouveau un tir et la RFA remporte la séance. Mais le souvenir de la douleur de Stilicke et de Six, ainsi que l'intensité de leur réaction, a marqué durablement les esprits. Quant à Didier Six, qui non seulement a manqué son tir, mais a perdu le match, le traumatisme l'a suivi après Séville. « J'ai eu du mal à retrouver un boulot, parce qu'il disait « celui-là, il est instable ». Et tout ça, c'est venu de ce tir au but raté. S'il est une chose que le monde a très vite apprise de ces images douloureuses, c'est qu'une séance de tir au but est d'une bestialité sans merci. Voilà une procédure qui, en un dixième de seconde, peut transformer un homme en souris, des superstars en boucs émissaires et des sportifs de niveau international en pauvres mortels roulés en boule par terre. Stilicke et Six ont été parmi les premiers à faire étalage d'un traumatisme intense et d'une profonde honte après un tir au but manqué. Mais ce ne sont pas les seuls. Afin d'effectuer les analyses descriptives de cet ouvrage, j'ai visionné les vidéos de chaque tir, 718 au total, de toutes les séances de tir au but des Coupes du Monde, des Championnats d'Europe et de la Ligue des champions masculines depuis leur création en 1970 jusqu'en 2023. Elles montrent que 53% des joueurs qui ratent se conduisent de manière semblable en se recroquevillant, en se laissant tomber par terre, en se cachant le visage dans leurs mains ou en fixant le sol, et non leurs coéquipiers, tandis qu'ils retournent vers eux. Les tirs au but sont impitoyables et ne pardonnent pas. Comme le montraient clairement ces démonstrations d'émotions post-tir, la façon dont on sort de sa rencontre avec l'épreuve monstrueuse du tir au but varie grandement selon la manière dont on gère la pression, si on la supporte ou si on s'effondre. Football et effondrement. Le sport de haut niveau regorge d'exemples d'effondrement, choking en anglais, mais les plus criants tendent à se trouver dans les sports individuels. Le golfeur Jean Van de Velde qui perd son avance de 3 coups au 18e et dernier trou du British Open 1999. Jana Novotná qui s'incline en 1993 devant Steffi Graf lors de la finale de Wimbledon alors qu'elle dominait largement. La nageuse australienne Kate Campbell en finale des Jeux Olympiques 2016, qu'on voyait déjà détentrice du record du monde du 100 mètres nage libre et qui termine 5e. Sans doute le plus grand effondrement de l'histoire olympique, dira-t-elle plus tard. Identifier des exemples d'effondrement dans les sports collectifs est plus compliqué. Cependant, au football, les équipes qui craquent dramatiquement au moment crucial des phases les plus importantes du jeu me paraissent être de bonnes candidates. L'AC Milan, qui menait 3-0 à la mi-temps de la finale des champions 2005 à Istanbul et qui perd les tirs au but après s'être fait remonter. Le Bayern de Munich, qui menait 1-0 à la 90e minute de la finale de la Ligue des champions 1999 et qui encaisse 2 buts en 3 minutes dans le temps additionnel.
Le Brésil, pays hôte de la Coupe du Monde 2014, balayé d'un humiliant 7-1 alors qu'une place en finale est en jeu. Certes, tous ces échecs peuvent ne pas être imputables à un effondrement, mais résulter de performances époustouflantes de leurs adversaires, respectivement Liverpool, Manchester United et l'Allemagne. Néanmoins, les pénaltys, tout comme les tirs au but, sont des moments dans le foot qui se rapprochent des conditions d'un sport individuel. Une confrontation directe avec le maximum de pression sur le tireur. Généralement, dans les matchs de foot, environ 80% des pénaltys sont réussis. Cela dit, nous verrons qu'il y a de grandes variations selon les individus et que ces pourcentages chutent pour les tirs au but lors de compétitions majeures. En tout cas, lorsque le tireur arrive au point de pénalty, on s'attend à ce qu'il marque. Les probabilités sont de son côté. J'ai eu le privilège d'assister à un entraînement de pénalty à un haut niveau et je peux vous dire que c'est toujours la même chose. Tout le monde marque, ou presque. Pour être précis, sur un groupe d'environ 20 joueurs, si chacun n'a qu'un seul tir, ils seront 19 ou 20 à marquer. Tirer un pénalty sans la pression et sans le public est relativement aisé. Mais ajoutez la foule, les téléspectateurs, les conséquences, la pression, et le match change dramatiquement comme à aucun autre moment au foot, et les probabilités d'effondrement grimpent en flèche. Soyons clairs, un tir au but raté n'est pas toujours dû au fait que le tireur a craqué. Il peut s'agir d'un arrêt remarquable de la part du gardien, de malchance ou d'une inexplicable absence de talent de la part du tireur, sans que l'anxiété entre en ligne de compte ou très peu. C'était peu ou prou l'opinion de Henninberg quant au tir raté de Beckham à l'Euro 2004, vision que je ne partageais pas et ne partage toujours pas. Il est certain qu'un tir au but est un événement d'une complexité surprenante dont les strates devraient être identifiées et analysées avec soin avant que n'en soient tirées des conclusions sur les causes et les effets. Toutefois, il est évident que les pénaltys et les tirs au but présentent un cadre unique pour observer ce que devient la performance sous le coup d'un stress et d'une anxiété aiguë. Et croyez-moi, ça craint. Stress aigu. Un jour d'été lambda, dans la région de Munich, en Allemagne, les hôpitaux voient arriver en moyenne une vingtaine de patients pour des pathologies cardiovasculaires du genre crise cardiaque ou attaque. Le 30 juin 2006, ce chiffre a plus que triplé, montant à 64. Que s'est-il passé pour que ce jeudi-là soit différent? Eh bien, au moins une chose. L'Allemagne contre l'Argentine en quart de finale de la Coupe du Monde organisée à domicile, match qui s'était conclu sur des tirs au but. Cet été-là, l'hôpital a enregistré des pics d'admission pour problèmes cardiaques chaque fois que la Mannschaft jouait, soit à 7 reprises. 43 admissions lors du match d'ouverture contre le Costa Rica, 49 pour le match de poule contre la Pologne voisine. Et le match avec les tirs au but, remporté par l'Allemagne, cela va presque sans dire, a décroché le pompon. Le phénomène est loin de ne concerner que les Allemands. Aux Pays-Bas, lorsque l'équipe nationale a perdu au tir au but contre la France en quart de finale de l'Euro 1996, 14 personnes de plus que la normale sont bel et bien mortes des suites d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. Plus de 20 autres études documentent les mêmes effets de morbidité à travers le monde. Le fait de simplement regarder un match excitant peut avoir des conséquences dramatiques. La lecture de telles études incite à se demander si regarder des tirs au but ne devrait pas être considéré comme un sport extrême en tant que tel. En tout cas, si le simple fait de regarder ces événements a un tel effet, on peut se demander à quel genre de stress sont soumis les individus qui y participent. Certains joueurs qui l'ont vécu donnent parfois des descriptions très parlantes de ce qu'ils ont ressenti, de l'effet produit. Stuart Pearce, qui a tiré et raté lors de la séance de tir au but de son équipe contre la RFA en demi-finale de la Coupe du Monde 1990, en parle en ces termes. Tout ce que tu as à faire, c'est marcher 45 mètres, frapper et marquer. Le pire moment, ce sont ces foutus 45 mètres depuis le milieu du terrain. Pourquoi ils nous font attendre là, aussi loin? Dieu seul sait quel masochiste a décidé ça. C'est clairement quelqu'un qui ne s'est jamais retrouvé dans ce genre de situation, qui joue avec les nerfs, parce que ça augmente la tension à un degré incroyable.
Pareillement, l'un des joueurs que j'ai interviewé à propos de son expérience de tir au but pendant un match d'Euro me racontait qu'il était presque submergé par l'anxiété. Quand on était dans le rond central, je suis devenu super nerveux. Je me suis dit qu'à la télé, on devait voir mes jambes trembler. Ça vous donne une idée du degré de nervosité dans lequel je me trouvais. Occasionnellement, des images émergent de ce qui se passe dans le rond central pendant les tirs au but. Elles illustrent merveilleusement une partie du stress aigu qui s'empare de ces joueurs durant cette phase de la séance. L'une de mes préférées est celle du Brésilien Marcelo. C'est un footballeur talentueux et très expérimenté, 386 matchs officiels avec le Real Madrid, 58 sélections en équipe nationale. Et pourtant, son langage corporel, tandis qu'il se tient dans le rond central, évoque celui d'un enfant pétrifié. Face au Chili, lors de la séance de tir au but qui décidera du vainqueur de ce huitième de finale du Mondial 2014, chaque joueur brésilien du groupe est clairement affecté par la pression. Mais Marcelo se démarque. Une photo le montre dans ce moment d'intense pression, agrippé aux shorts de ses coéquipiers de droite et de gauche. On le voit faire quelque chose d'approchant en club avec le Real Madrid lors d'un match de Ligue des Champions en 2011-2012. Cette fois, il est accroupi et c'est à la cuisse de son coéquipier Pepe qu'il se cramponne comme à une planche de salut. La plupart des gens s'identifieront à ce comportement. Le toucher est réconfortant et tenir quelque chose procure un sentiment de sécurité quand on est stressé. Pour moi, par exemple, quand je fais des présentations ou que je parle devant un vaste public, ce qui est l'un de mes moments de pression coutumiers, le fait de tenir la télécommande pour faire défiler les images m'apaise. Une télécommande, la cuisse de Pepe, c'est la même chose peut-être. Lorsqu'on se retrouve sous une pression intense, et il ne s'agit pas que des tireurs de tir au but, tout le monde est concerné, le rythme cardiaque augmente, la respiration s'accélère, les muscles se tendent et on commence à avoir mal au ventre, pour dire les choses courtoisement. La pression, tout comme la menace, enclenche une cascade de réactions psychophysiologiques. Les glandes surrénales libèrent du cortisol dans le sang. Les pupilles se dilatent pour recevoir plus de lumière, tandis que la vision périphérique se floute et que la perception s'étrécit, nous amenant peut-être à expérimenter la vision tunnel. L'audition s'altère, presque comme si les oreilles étaient couvertes, et il devient difficile de localiser des bruits particuliers. Enfin, l'attention se concentre sur ce qui est perçu comme la source du stress, ce qui impacte la capacité à mémoriser et la flexibilité cognitive. On devient monocentré. Certaines de ces réactions contribuent à la performance. Par exemple, la focalisation et la concentration de l'attention et de l'énergie vers un seul point peuvent s'avérer utiles, car il y a clairement des occasions où ne pas se laisser trop distraire est un avantage. Néanmoins, ce processus psychophysiologique peut aussi se révéler contre-productif en raison d'autres conséquences moins bénéfiques. Une conscience insuffisante de l'environnement, un jugement faillible, un surcroît d'erreurs cognitives, une augmentation de la prise de risque et une baisse de la motricité fine. Ces réactions humaines au stress sont des réponses universelles, d'autant plus probables en situation de stress très intense, qu'il s'agisse de s'avancer pour marquer un tir au but quand une place en finale de Coupe du Monde est en jeu, de monter sur les planches lors d'une première au théâtre, ou de se lever pour faire un discours au mariage de son meilleur ami. Malheureusement, on n'a pas encore réussi à fixer d'appareil de mesure psychologique aux joueurs sur le point de procéder à un tir au but, mais nous avons systématiquement puisé dans leurs pensées et leurs émotions. Que savons-nous spécifiquement de l'expérience du stress vécu par les tireurs au point de pénalty? Lors des entretiens menés avec les 10 joueurs impliqués dans les tirs au but du quart de finale de l'Euro 2004 entre la Suède et les Pays-Bas, nous avons fourni une liste de 24 émotions, dont 14 avaient une tonalité positive et 10 une tonalité négative. Il a été demandé aux participants de repenser à la séance de tir au but et d'identifier dans cette liste les émotions ressenties. Bien que les joueurs aient expérimenté aussi des émotions positives, la détermination comptait parmi les plus populaires, identifiée par 8 footballeurs, l'émotion la plus fréquemment mentionnée a été l'anxiété. C'était en effet la seule commune aux 10 personnes interrogées.
Rien d'étonnant. Cependant, après un examen plus attentif, l'anxiété n'était pas une émotion stable qui se serait maintenue tout au long des tirs au but. Elle avait plutôt évolué en permanence, allant et venant au gré de la situation. L'un des joueurs nous a confié que son anxiété avait été plus intense au début. C'est là que j'ai été le plus nerveux entre le premier et le second tir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.